Bien, donc je suis très heureuse avec Jacques à côté de moi de vous accueillir pour ce webinaire où on va vous présenter les résultats d'une étude qui concerne le rôle des infrastructures dans la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, voici le menu du jour. On va commencer par une rapide introduction pour vous présenter les participants et le contexte de cette étude. Ensuite, je vais rapidement vous parler de quoi on parle, justement, des infrastructures, de leur empreinte et de l'empreinte de leurs usages, l'empreinte carbone. Et ensuite, Jacques va rentrer dans le vif du sujet en vous parlant de leur rôle pour aider à l'atténuation de la France et aider à l'adaptation de la France. Nous ferons une conclusion ensuite à deux voix sur les enseignements que Carbone 4 tire de cet échange. Et puis, nous avons la chance d'accueillir Joseph Ajar, grand témoin, qui participera, qui nous partagera ses étonnements, ses questions, ses réflexions. Et on finira tous ensemble par une session de questions-réponses pour répondre à toutes les questions que vous vous posez, toutes et tous participants. Donc, de mon côté, je suis Hélène Chauviré, je suis manager chez Carbone 4 et co-responsable d'un de nos pôles d'expertise autour de l'atténuation des émissions. Donc, Jacques Portalier, donc, je suis intervenu sur cette mission en tant que senior manager pour copiloter l'étude avec Hélène. Et Joseph Ajar, oui, merci beaucoup de votre invitation. Donc, je suis chef du bureau émissions, production, modélisation au département de lutte contre l'effet de serre de la DGEC. Et donc, mon bureau est notamment en charge de coordonner les scénarios prospectifs énergie-climat qui servent à préparer les programmations sur le climat, la SNBC et l'énergie, la PPE. Voilà, dont on va reparler tout à l'heure. Très bien. Je tiens à vous expliquer aussi que cette étude a été possible grâce au financement de la Fédération nationale des travaux publics, avec laquelle nous travaillons depuis avril 2020. Que cette étude a permis de mobiliser plus d'une dizaine de consultantes et de consultants de Carbone 4. Je les salue et je les remercie tous pour leur investissement et leur sérieux. Et puis, nous avons aussi eu la chance de collaborer toujours grâce à la FNTP avec d'autres cabinets ou d'autres experts. Je pense notamment au cabinet Utopie, qui a aidé sur la partie levier d'action de réduction des émissions des travaux publics. Et je pense aussi à l'OFCE et NEO, qui ont aidé à la traduction macroéconomique des travaux que nous allons vous présenter aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Carbone 4, en une minute, je vais essayer de nous présenter. Carbone 4 est un cabinet de conseil fondé en 2007 par Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici. Finalement, nous avons la mission d'accompagner les organisations et les entreprises sur deux volets. D'une part, les aider à faire leur part pour réduire leur impact sur le changement climatique. Et donc, c'est toutes les stratégies de réduction d'impact environnemental qu'on trouve à cet endroit-là pour aider à la contribution à la neutralité planétaire. Et puis, on aide aussi les entreprises à comprendre la réciproque, c'est-à-dire à comprendre quels peuvent être l'impact du climat sur leurs propres activités et identifier quels sont les risques de transition, les risques physiques ou les opportunités qui peuvent se présenter à elles, jusqu'à imaginer quel est le rôle des entreprises dans un monde bas carbone et donc avec toute la redéfinition de leurs offres de services ou de produits. Bien, donc je vais maintenant commencer par planter le décor. Si vous voulez bien, les infrastructures, de quoi parle-t-on? Eh bien, les infrastructures, c'est quand même un marqueur civilisationnel très fort. J'ai envie de commencer comme ça, puisque finalement, quand une civilisation disparaît, c'est ce qui peut en rester. Hein, on peut penser au réseau d'égouts des villes sumériennes, il y a plus de 4000 ans, dont on trouve encore des traces. Voilà, des infrastructures de réseaux d'eau, ou évidemment, un peu plus proche de nous, l'ensemble des infrastructures de la Rome antique, que ce soit des infrastructures de mobilité, par exemple.
Donc, dans le cadre de cette étude, de quoi a-t-on parlé quand on a parlé d'infrastructure? Eh bien, on a essayé de développer un peu une vision orthogonale à la vision très sectorielle, classique, qu'on peut développer quand on analyse différentes activités de la France. Puisque là, on a essayé de poser la question des infrastructures au service de ces différents secteurs. Donc, on a évidemment travaillé sur les infrastructures de mobilité, les infrastructures d'énergie, les infrastructures liées au numérique, les infrastructures liées à l'eau. Mais on a aussi réfléchi à d'autres objets techniques comme les ouvrages de protection. On a aussi on s'est aussi posé des questions sur les zones urbaines, sur le territoire métropolitain de manière plus générale. Donc, ce qui caractérise finalement les infrastructures sur lesquelles nous avons travaillé depuis presque 2 ans, c'est que ce sont des objets des temps longs. Ce sont des objets extrêmement maillés sur le territoire, avec des grands réseaux qui irriguent l'ensemble du territoire, qui vont des artères aux capillaires. Ce sont des objets avec des cycles de vie très longs, qui ont des cycles de vie de plus d'une dizaine d'années, et donc qui peuvent, selon les services et les usages qu'elles rendent, embarquer des émissions de carbone pendant une grande durée de temps. À titre personnel, moi, ça m'intéressait beaucoup de travailler sur les infrastructures, puisqu'en fait, elles me rendent immensément de services au quotidien. J'ai l'impression dont je ne me rends plus compte. Le fait que j'ai de l'eau au robinet, que j'ai de l'électricité, qu'il y a des voies de mobilité qui me permettent de me déplacer, que j'ai une connexion Internet qui fonctionne pour faire ce webinaire. Et donc, ces infrastructures sont pour moi quelque chose de très précieux, un marqueur civilisationnel fort, et ça me semble être un angle intéressant pour comprendre quels sont les défis climatiques qui s'adressent à nous. Donc, la première chose, en tant que cabinet Carbone 4, on aime compter le carbone. Et donc, on a commencé à estimer l'empreinte carbone, à la fois de l'acte de construire ces infrastructures, d'une part, et ensuite de l'usage des infrastructures, d'autre part. Donc, ce que je vais vous présenter rapidement dans les 2 planches suivantes, c'est d'une part l'empreinte carbone de l'acte de construire, finalement, qu'on peut appeler l'empreinte carbone des travaux publics en France. Et puis, on a réfléchi aussi, et c'est ce qui va irriguer toute la suite de notre réflexion, à l'empreinte carbone de l'usage des infrastructures en France. Donc, très rapidement, l'empreinte carbone de l'acte de construire, de rénover ou de maintenir des infrastructures représente en gros 23 millions de tonnes CO2 équivalent pour la France. Ce qui peut être intéressant de noter finalement, c'est que cette empreinte de l'acte de construire montre très évidemment une dépendance très forte à l'empreinte des produits et des matières premières. Et donc, il y a beaucoup de réflexions autour de matériaux décarbonés, de matériaux bas carbone ou de réemploi ou de recyclage qui peuvent se poser sur les achats de matières premières utiles aux travaux publics. Il y a évidemment des enjeux importants sur les émissions liées au carburant, qu'ils soient utilisés dans les flottes de véhicules ou les flottes d'engins de chantier, qui sont par définition des objets incontournables des travaux publics. Et puis, il y a aussi des leviers d'action autour du fret amont ou aval, autour des chantiers, du transport de marchandises. Et donc, le volet autour des leviers d'action a été travaillé donc, par nos confrères d'Utopie, que je profite pour saluer, et est aussi détaillé sur le site Acteurs pour la planète qu'a proposé la Fédération nationale des travaux publics pour proposer à l'ensemble de ses adhérents des bonnes pratiques pour réduire les émissions de l'acte de construire. Ensuite, et pour moi le cœur du sujet est ici, on a essayé, donc ce que je vous ai montré, l'empreinte carbone de l'acte de construire, c'est presque 23 millions de tonnes, c'est l'équivalent de 3,5% de l'empreinte carbone de la France. Et quand on a regardé, par contre, l'usage des infrastructures, c'est-à-dire les émissions de CO2 ou d'autres gaz à effet de serre émises lors de leur fonctionnement, on s'est rendu compte que c'était un volume extrêmement important de l'empreinte de la France, puisque ça représente plus de 50% de l'empreinte de la France, l'usage des infrastructures. Et évidemment, sans surprise, dès qu'on traîne dans ces sujets de transition bas carbone, finalement, quand on zoome à droite, on peut se rendre compte ici que la majorité de l'empreinte de l'usage des infrastructures est d'une part liée
aux usages de la route, puisqu'en effet, ce sont des véhicules thermiques qui émettent beaucoup de CO2 qui utilisent ces routes, et ce sont les usages des réseaux de gaz, les réseaux de transport et distribution de gaz, puisque oui, le gaz naturel, quand il brûle, émet aussi beaucoup de carbone. Donc, ce constat me semblait important pour planter le décor de l'enjeu, de se poser la question du rôle des infrastructures dans la transition de la France. Et donc, finalement, d'avoir commencé à prendre ces photos nous a permis de nous poser plusieurs questions auxquelles Jacques va bientôt répondre. Donc, on s'est posé des questions sur la contribution des infrastructures et de l'acte de les construire, maintenir, rénover, à la réduction des émissions de la France, à l'atténuation. Comment ces infrastructures doivent-elles ou peuvent-elles se transformer pour respecter l'accord de Paris, qui est traduit en France, vous le savez, dans la stratégie nationale bas carbone, qui a été notre référentiel d'analyse. Et donc, quelles sont les transformations de ces infrastructures qui vont être cohérentes avec la transformation des usages, puisqu'évidemment, elles sont là pour être utilisées. On s'est évidemment posé des grosses questions aussi sur la contribution des infrastructures à la résilience de la France, sur 2 volets. Est-ce que nos infrastructures existantes, qui sont bien notre marqueur civilisationnel de notre civilisation très développée, sont résilientes au changement climatique? Est-ce qu'elles sont vulnérables? Donc, on s'est posé cette question-là, et on s'est aussi demandé s'il ne fallait pas en construire de nouvelles, ce qu'on appelle des ouvrages de protection, pour prévenir des éventuels nouveaux risques liés au changement climatique. Et au-delà de ces questions, d'une part d'atténuation et d'autre part d'adaptation, on s'est aussi posé la question des activités, des travaux publics, et comment celles-ci peuvent peut-être se transformer aussi pour aider à la restauration des services écosystémiques, aider à la renaturation des espaces naturels ou aider à la limitation de l'artificialisation. Et donc, toutes ces réflexions ont essayé, et c'était la tentative de notre étude d'être traduite dans un plan d'investissement qui montre les niveaux de dépenses nécessaires pour préparer les infrastructures, à la fois à une France bas carbone, à une France résiliente au changement climatique. Je passe la main à Jacques. Pour avoir posé la problématique. Donc, face à, à ces questions et à ces 3 enjeux de réduction, résilience et restauration, on a utilisé une approche qui s'appelle l'analyse par scénario pour explorer cette question de la transformation des infrastructures. Alors, pourquoi l'analyse par scénario? Parce que l'analyse par scénario, c'est une approche qui permet de capturer des évolutions complexes et interconnectées et porteuses d'incertitudes. Et dans le cas présent, avec comme, contrainte transversale, le respect des budgets carbone de la SNBC, puisqu'on s'inscrit dans la vision d'une France neutre en carbone à l'horizon 2050. Ici, il ne s'agit pas du tout de prédire l'avenir, mais plutôt de prendre en main, la question de l'incertitude pour projeter la question et les réponses à cette transformation des infrastructures dans différents chemins de transition. Donc, on essaye d'envisager différents futurs possibles. La question n'est pas de savoir s'ils sont probables ou pas de qualifier leur probabilité d'occurrence, mais bien d'explorer après les trajectoires et les conditions pour que ces chemins se réalisent et leurs conséquences. Donc, la contrainte globale des 2 scénarios qu'on a utilisés, c'est le respect des accords de Paris. On a développé 2 narratifs différents et très contrastés pour explorer ensuite la transformation du paysage d'infrastructures et des activités de travaux publics qui étaient associées. L'idée, c'est d'avoir des scénarios qui aient une cohérence d'ensemble de bout en bout. Et donc, les 2 scénarios qu'on a utilisés s'appellent Protechno et Sobriété. Dans le scénario Protechno, la philosophie d'ensemble, c'est que les innovations technologiques et leur déploiement va être suffisamment important et rapide pour permettre de traiter les enjeux environnementaux, que ce soit les enjeux de décarbonation, mais aussi les enjeux de pollution ou d'autres externalités liées à nos activités. Et ces développements technologiques permettent un découplage, quelque part, de l'économie, de la croissance économique, du développement des usages vis-à-vis des impacts environnementaux. Donc, c'est un scénario, quelque part, de continuité en termes de mode de vie, on va dire.
Le deuxième scénario, sobriété, c'est un scénario où, par contre, là, les options technologiques ne permettent pas d'aller aussi loin. Et la gestion de la décarbonation et des enjeux environnementaux passe par plus de transformation organisationnelle, de transformation dans les modes de vie et donc dans les usages. Ces scénarios, je dirais, posent chacun leur lot d'enjeux ou de difficultés. Avec pour le scénario pro-techno, la question est est-ce que la technologie et les progrès technologiques à venir vont effectivement permettre de résoudre toutes ces problématiques? Est-ce que c'est un pari très risqué ou pas? Un autre élément, c'est que la croissance des usages pose la question de l'empreinte matière et du recours à un ensemble de matières premières qui peuvent être critiques. Et de l'autre côté, le scénario de sobriété, lui, va plus poser des questions sociétales sur quelque part l'attractivité ou l'envie je dirais, de la population, de la société et de ses parties prenantes ou de ces groupes de s'inscrire dans ce chemin-là. Donc, une question d'attractivité de ce projet de société, quelque part. Ces deux scénarios, donc, on les a utilisés pour, je dirais ici, vous expliquer comment on a projeté le paysage d'infrastructure dans nos deux scénarios. Comme Hélène l'a montré, c'est les usages des infrastructures qui sont quelque part le poids lourd en termes d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à ce sujet d'infra. Donc, on est parti dans une approche basée sur les flux physiques, donc afin d'expliciter les émissions de carbone, en particulier liées aux usages, les consommations d'énergie et bien sûr les usages finaux de ces infrastructures. L'objectif de la modélisation déployée, c'est d'assurer une cohérence d'ensemble entre usages, infrastructures à développer qui permettent ces usages et le niveau de progrès technologique associé sous contrainte carbone. Donc, on voit bien qu'avec nos deux scénarios pro-techno et sobriété, par la clé d'entrée progrès technologique, on va avoir des trajectoires d'usage et donc un paysage d'infrastructure qui va fortement se différencier au fur et à mesure qu'on va avancer dans le scénario. Le périmètre qui a été couvert dans l'étude, donc on s'est concentré sur trois familles d'infrastructures. Les infrastructures associées à la mobilité, avec typiquement les voies de circulation et puis les infrastructures d'approvisionnement en énergie qui sont nécessaires. Le secteur de l'énergie, avec les infrastructures de production, de transport et de distribution d'énergie. Et puis enfin, le secteur du numérique, qui, je dirais, est un secteur déjà en forte croissance, qui nécessite des infrastructures propres, mais qui est aussi un levier de transformation de la société, de nos usages, et donc, voilà, qui pose aussi un certain nombre d'enjeux sur la manière dont la société va s'organiser dans les 30 ans à venir. Dernier point, on a essayé de distinguer autant que faire se peut les enjeux de dépenses, je dirais, d'investissement sur des nouvelles infrastructures, mais aussi sur la maintenance ou la rénovation d'infrastructures existantes, ce qui est un volet d'activité et de dépenses qui est non négligeable d'ores et déjà et bien sûr à l'avenir. Ce large spectre d'infrastructures, il a amené des questions du coup très larges avec des sources de données ou des niveaux de maturité ou de robustesse des informations variables suivant les infrastructures, quelque part qui est inhérent à la complexité de cette étude. Maintenant qu'on a posé le cadre méthodologique et la manière d'appréhender le sujet, on va passer aux résultats. Waouh. Vous êtes prêts? Et avant de parler d'argent, on va parler du paysage d'infrastructure, c'est-à-dire qu'est-ce qui caractérisera, quels sont les marqueurs des infrastructures dans ces deux scénarios. Alors, sur cette planche, vous voyez, alors c'est sur le périmètre de la réduction, mais qui représente quand même un gros morceau des transformations d'infrastructures. Les deux scénarios à l'horizontale et qui sont articulés autour de deux questions et qui sont essentielles. La question des renoncements, c'est-à-dire des infrastructures sur lesquelles il va y avoir des contractions. On n'est pas en train de dire qu'elles vont disparaître, mais par contre, c'est plus un développement, c'est un décommissionnement de certaines infrastructures.
et à l'opposé, des infrastructures qui doivent se développer, et ce, sur les trois volets, les infrastructures de mobilité, d'énergie et de numérique. Si on rentre maintenant un petit peu plus dans le détail, on a un tronc commun, je dirais, dans les deux scénarios, au travers de la contraction des usages du gaz naturel et donc des infrastructures qui y sont associées. Parce que, comme l'a montré Hélène tout à l'heure, c'est un très fort contributeur aujourd'hui de l'empreinte carbone de l'usage de l'infrastructure. Et les deux chemins de transition qu'on a explorés passent par une électrification forte des usages et une contraction de la consommation du gaz naturel. Le deuxième, je dirais, point commun de ces deux scénarios, c'est le recours à l'électrification pour une grande partie des activités. Typiquement, il y a des usages du gaz qui sont substitués par de l'électrification, notamment pour l'industrie, pour le résidentiel, et l'électrification de la mobilité qui se massifie, que ce soit de l'électrification directe ou indirecte via de l'hydrogène. Voilà, pour ce qui est de la mobilité. Maintenant, si on rentre un peu plus dans les différenciations des scénarios, et c'est extrêmement important parce qu'on voit que les projections d'usage différenciés conduisent à des développements aussi différenciés d'infrastructures. Pour en finir avec les renoncements, ce qui va différencier les deux scénarios, c'est que dans le scénario sobriété, les usages de la route cessent de croître et se contractent. Ce qui peut amener la question, alors qu'on n'a pas embarqué dans nos projections, mais qui pourrait amener la question de la maintenance du réseau routier, qui, on va le voir, est un poids lourd quelque part dans l'enveloppe de dépenses des infrastructures. On pourrait se poser la question si à terme, il n'y aurait pas une contraction de ces dépenses et de ces activités. Et le deuxième volet, c'est les infrastructures aéroportuaires qui, dans un scénario sobriété, compte tenu des reports modaux, en tout cas sur la partie aviation nationale, pourrait conduire à contracter le parc d'aéroports sur le territoire français. Sur la partie développement, sur la partie mobilité, on a une forte croissance de la mobilité ferroviaire, en tout cas non routière, dans les deux scénarios, avec pour le scénario ProTechno une poursuite du développement des grands projets ferroviaires, lignes TGV, axes de fret européens, de manière à supporter la croissance des flux. On a une dynamique d'urbanisation qui se concentre aussi sur la métropolisation qui conduit à un développement de nouvelles lignes de métro en complément de la dynamique sur les tramways et les bus. Et par opposition, dans le scénario sobriété, on est plus sur un développement de la mobilité ferroviaire, je dirais, de courte ou moyenne distance avec les réseaux secondaires qui sont rénovés, moins de grands projets et plus de transports collectifs urbains dans les villes moyennes avec tramway et bus davantage que métro. Sur la partie route, le scénario ProTechno voit un fort développement des infrastructures de recharge électrique, mais aussi hydrogène, l'autoroute électrique pour le fret. Ces infrastructures, je dirais, d'énergie décarbonée pour la route croissent de manière plus modérée et se développent de manière plus modérée dans sobriété parce que les usages étant plus modérés, le besoin en infrastructure est forcément plus modéré. Et la croissance des usages au global conduit aussi à avoir un besoin de maintenance de la route qui va en augmentant dans le scénario ProTechno. Dernier élément différenciant sur la mobilité, c'est les réseaux cyclables qui se développent davantage dans le scénario sobriété parce que ce mode devient plus important. Concernant, je dirais maintenant un peu je ne sais pas si c'est le back-office, mais cette transformation de la mobilité, de ses usages, forcément, elle a un impact sur la demande en énergie et en particulier en électricité. L'électricité en France, vous le savez, elle est déjà décarbonée. Donc, en fait, les deux scénarios, là, ils vont se différencier par la demande globale et sa dynamique et la manière d'y répondre. Dans le scénario ProTechno, on a une poursuite de la croissance de la demande en électricité qui est continue jusqu'en 2050 et qui conduit à, d'une part, conserver et renouveler le parc nucléaire français
puisqu'on est sur une hypothèse de mix autour de 50% à l'horizon 2050 d'électricité produite à partir de nucléaire, et en parallèle de développer très fortement le parc éolien et photovoltaïque, de manière à répondre à l'ensemble de ces besoins. Pour les usages résiduels du gaz, c'est le développement du biogaz qui substitue quasi totalement au gaz fossile. Dans le scénario sobriété, on a un arrêt, on passe par un pic sur la consommation d'électricité à l'horizon 2030, et ensuite la demande décline relativement lentement. Ce qui fait qu'à l'horizon 2050, en fait, on arrive avec encore un résidu de production nucléaire, mais qui en fait ne repose pas sur la construction de nouvelles infrastructures. C'est plutôt la fin de l'exploitation des infrastructures actuelles, et une croissance à peu près comparable des ENR, éoliennes et photovoltaïques, je dirais en ordre de grandeur à peu près similaire au scénario Protechno. Et le biogaz se développe un peu moins parce que la dynamique des usages fait que le besoin est un peu plus faible. Juste pour information, la partie nucléaire, on n'a pas développé d'études spécifiques là-dessus. On a explicité les besoins en énergie d'origine nucléaire dans nos deux scénarios. Et la partie infrastructure, on s'est appuyé sur les scénarios développés par RTE qui correspondaient à notre trajectoire de demande. Dernier volet, le volet du numérique. Là, dans ce volet-là, on est aussi face à un choix de société autour de cette question qui est assez différenciée, avec un scénario Protechno où on a une poursuite de la croissance exponentielle des débits, que ce soit sur le fixe et le mobile, qui conduit à développer massivement la fibre, fibrer, on va dire, tout le territoire, et poursuivre au-delà de la 5G, je ne sais pas si ce sera la 6, la 7 ou la 8 à l'horizon 2050, mais en tout cas, continuer dans cette dynamique-là, alors que dans le scénario sobriété, on part plutôt dans la logique d'innovation frugale sur le numérique et de maîtriser les usages et les débits, de manière à rester sur un réseau en partie 5G, en partie 4G, sur la période à venir. Voilà pour ce paysage d'infrastructure. Maintenant, ça, en termes d'argent, qu'est-ce que ça donne ? En 2 minutes, parce que j'ai été très long. Donc, vous avez sur la gauche les dépenses annuelles moyennes sur les 30 prochaines années, avec la référence et les deux scénarios. Donc, comme on peut l'imaginer, les usages beaucoup plus importants dans le scénario Protechno conduisent à du coup un besoin en termes de maintenance et de développement du parc d'infrastructures beaucoup plus important. Ce qui fait qu'on passerait d'une moyenne aujourd'hui en situation de référence à 29 milliards d'euros par an à quelque chose comme 49 milliards dans le scénario Protechno, et une situation intermédiaire à 37 milliards dans sobriété, qui, en termes de profil temporel, on est sur une croissance continue dans Protechno contre un passage par un pic et une décroissance dans sobriété. Vous pourrez retrouver tous les détails dans l'execsum et la publication détaillée qui est en ligne sur le site de Carbone 4. Si on regarde, on s'est amusé à faire une petite analyse complémentaire pour ce webinaire en regardant les investissements dans les infrastructures intrinsèquement décarbonées ou décarbonantes versus les infrastructures dont l'usage peut être aussi bien carboné que décarboné. On constate, donc c'est ce qui est sur la partie gauche, on constate que les infrastructures décarbonantes sont en forte croissance dans les deux scénarios. Là aussi, pas de surprise, côté Protechno, beaucoup plus parce que beaucoup plus d'usage. Et sur la partie des infrastructures, on va dire, dont l'usage peut être aussi bien carboné que décarboné, la principale question qui se pose est autour de la question de la maintenance de la route, avec, dans sobriété, comme je l'ai dit, on a considéré plutôt un maintien des activités et de l'entretien du réseau existant. Et dans Protechno, du fait de la croissance des usages, on a un besoin supplémentaire au niveau de l'entretien de la route. Donc voilà pour ces éléments économiques, et je vais donc passer la parole à Hélène pour les volets résilience et restauration. Donc, vous avez compris que nous n'avons pas travaillé que sur la réduction des émissions, mais aussi sur la résilience et la restauration. Je vais être assez rapide, malheureusement, pour laisser le temps aux questions-réponses sur ces sujets-là.
Concernant la résilience des territoires, finalement, et le rôle des infrastructures, c'est dès maintenant qu'il faut investir de manière préventive dans l'adaptation des infrastructures existantes au changement climatique. Notre étude a pu montrer une certaine vulnérabilité de certaines d'entre elles. Évidemment, notre recommandation là-dessus, c'est d'être capable d'aller ensuite à la maille de l'infrastructure pour regarder les vulnérabilités intrinsèques et allouer le plus efficacement les investissements préventifs. L'idée aussi est d'anticiper de nouveaux ouvrages de protection. On a particulièrement travaillé sur le risque de submersion marine. Dans des scénarios d'augmentation de la température planétaire assez pessimistes, il va y avoir plus de submersion marine avec une augmentation du niveau de la mer qui va perturber le trait de côte. Et Dieu sait qu'en France, on a un trait de côte assez étendu. Et donc, on a aussi essayé d'anticiper quels pouvaient être les nouveaux ouvrages, tels des digues, des jetées, des perrets, pour limiter finalement la transformation du territoire et du parc français. Il faut savoir aussi qu'il y aura peut-être certains renoncements, car oui, certains traits de côte doivent être modifiés et les ouvrages de protection ne pourront pas tous empêcher qu'ils soient modifiés. Et puis, on a aussi travaillé sur ce volet résilience sur le domaine de l'eau, alors de manière sur des sujets assez précis. On a notamment travaillé sur estimer le volume d'investissement nécessaire à la rénovation et à la maintenance des canalisations d'eau en France. Vous savez qu'il y a encore des taux de fuite très importants. C'est un sujet majeur pour préserver la ressource en eau. On a pu travailler sur la vulnérabilité au risque physique des stations de traitement de l'eau. Et puis, on a aussi challengé deux technologies de stockage d'eau. D'une part, les retenues de collinaires et d'autre part, l'injection dans des nappes phréatiques pour démontrer que cette deuxième technologie était sans doute bien plus pertinente et prometteuse que les retenues collinaires. Ensuite, nous avons aussi quelques grands enseignements sur, on va dire, la restauration des écosystèmes et qui a un lien très fort avec l'adaptation au changement climatique, en effet, justement, puisque les écosystèmes peuvent avoir des rôles modérateurs, tampons sur plusieurs phénomènes climatiques. Et donc, il est essentiel de les préserver ou d'augmenter leur fonctionnalité, qu'ils retrouvent leur fonctionnalité. Et donc, dans cette idée de restauration des écosystèmes, on ne veut surtout pas parler de compensation. La compensation, c'est une sorte de réparation possible. L'idée, c'est bien d'essayer d'abord d'éviter et de limiter les dégradations en premier lieu sur les écosystèmes. Ce n'est pas un scoop, c'est toujours la même chose. Et ensuite, d'essayer d'améliorer leur état actuel, plutôt que compenser des dégradations qu'on ferait actuellement. C'est bien le propos de ce volet restauration. Et ce qui est intéressant, c'est que ça reste un champ assez nouveau, et donc ça reste un champ de nouvelles compétences et de nouveaux rôles à inventer aussi pour les métiers des travaux publics, notamment autour de la désartificialisation, autour de la désimperméabilisation, autour du recyclage de friches, ou autour de la plantation de haies en milieu agricole ou d'arbres en milieu agricole ou forestier. Donc, quelques enseignements et conclusions de cette étude. Alors, allez, la première, en clin d'œil, puisqu'on est dans une période électorale et présidentielle, quel pourrait être le programme de Carbone 4 concernant les infrastructures? Bon, très rapidement, pour nous, les grandes leçons à en retenir, c'est qu'il faut choisir sans attendre les infrastructures qui vont faire partie et qui vont transformer nos usages futurs, et avec lucidité. En effet, cette l'étude qu'on vient d'apporter, permet d'apporter un peu de lucidité sur ces infrastructures. Il faut avoir ce courage de modifier la nature des infrastructures, telle que l'a si bien montré Jacques avec sa magnifique infographie. Choisir le monde dans lequel on veut vivre, c'est aussi renoncer, et c'est donc aussi renoncer soit à des infrastructures qui sont intrinsèques, dont les usages sont très carbonés, soit des infrastructures qui ne sont plus pertinentes dans un monde bas carbone, soit aussi des infrastructures qui, de toute façon, vont subir des aléas climatiques et qu'il faut peut-être renoncer à adapter. Ça peut être le cas aussi. Et donc, c'est maintenant qu'il faut aussi oser remettre en question des grands projets d'infrastructures qui pourraient générer des usages extrêmement carbonés à l'avenir. Donc, avoir ce courage-là. Il y a aussi
un peu comme dans le plan de transformation de l'économie française du Shift Project, que je salue parce que finalement, cette étude est une vision un peu orthogonale à leur analyse, donc tout ça s'enrichit. Il faut oser planifier et piloter, puisque les infras, c'est du temps long, du temps très long, plusieurs dizaines d'années. Et avec un enjeu important de décliner finalement tous ces enseignements que nous avons travaillé à la maille nationale, à la maille locale, c'est-à-dire à la maille territoriale, à la maille de chaque infrastructure. C'est important aussi d'oser agir, puisque finalement, quand Jacques nous a montré les différents volets et niveaux de dépenses, on se rend compte que le montant supplémentaire de dépenses publiques pour préparer les modes de vie et les changements des usages de la France peuvent être assez limités et qu'un équilibre peut être trouvé pour préserver les dépenses publiques, à la fois en investissant dans des infrastructures qui décarbonent nos usages et à la fois en maintenant le parc d'infrastructures existantes. Et puis, finalement, on a aussi essayé avec nos 2 scénarios, qui sont 2 chemins contrastés qui permettent tous les deux de reboucler avec un monde bas carbone. On a essayé d'imaginer aussi des modes de vie qui, à mon sens, proposent des schémas assez désirables et qui nous permettraient, si on s'y prenait dès maintenant, de continuer de bénéficier des immenses services qui sont rendus par ces infrastructures. Okay. En élément complémentaire, on a aussi... Tu prends le micro? Ouais. En élément complémentaire, on a essayé aussi de poser quelques recommandations, je dirais un peu plus larges, et en particulier dans le contexte de révision ou une préparation de la nouvelle version de la SNBC, la SNBC 3. Le premier point, et qui est un peu un point pivot, ça serait de souhaiter que la SNBC 3 développe un volet infrastructure en complément des volets technologie et usage des scénarios du scénario qui sera développé ou des scénarios qui seront développés pour la SNBC. Donc, en gros, un volet infrastructure dans la SNBC 3. Le deuxième point qui touche aussi la SNBC et qui est quelque part plus dans l'aspect application et pilotage de la transition, c'est la question du passage du global au local sur cette question d'infrastructure et sur les arbitrages qui devront être faits sur les projets d'infrastructure. Donc, c'est la nécessité d'articuler le global et le local, d'aussi outiller la garantie de cohérence dans la transformation du paysage d'infrastructure. Sur cette question du passage du global au local, il y a la question de la performance en vue complète des infrastructures et des projets, en particulier des grands projets, pour intégrer aussi bien l'aspect fabrication, maintenance et décommissionnement, mais aussi les aspects usage, avec des scénarios d'usage qui soient les plus robustes et contrastés possibles. Il existe quand même des infrastructures, en particulier les infrastructures souterraines, qui peuvent avoir des empreintes carbone de fabrication extrêmement élevées. Et il faut être sûr que, vu la durée de vie de ces infrastructures et les enjeux associés, on est bien sur un bilan net qui est positif pour le carbone et cohérent de la SNBC, parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Ça peut poser des questions sur des travaux type métro ou très grandes lignes souterraines. Et enfin, le dernier point, c'est que la manière d'évaluer les projets et de les arbitrer et de les concevoir intègre les 3 R, c'est-à-dire les enjeux de réduction, mais aussi les enjeux de résilience et restauration, de manière à ce que les actes ou les gestes qui soient posés sur les infrastructures, que ce soit les infrastructures neuves ou les actions de maintenance et de rénovation, permettent bien de progresser sur ces 3 enjeux dès maintenant, parce que tout ça s'inscrit dans le temps long et c'est des actes à poser, dans l'immédiat, même si notre objectif est à l'horizon 2050. Nous en avons fini pour la présentation de notre étude. Je vais maintenant passer la parole à Joseph Ajar, qui va réagir à nos propos, et je vous remercie beaucoup déjà pour votre attention sur cette première partie de webinaire. Joseph, à toi. Super, merci beaucoup et oui, merci de me donner l'occasion de réagir à l'étude et à la présentation. Effectivement, c'est une étude qui est intéressante, que j'ai trouvé aussi originale, la façon d'aborder de façon transversale les infrastructures.
C'est vrai que sur ces sujets d'infra, on a des enjeux de gouvernance, de sujets d'organisation qui sont très divers, hein, donc ce n'est pas facile de traiter tout ça sous un seul paquet. Il y a des choses qui relèvent du public ou du privé, de l'État, des collectivités locales. Et en termes de modélisation, hein, pour ce qui nous concerne dans mon travail au ministère, c'est une couche de complexité supplémentaire souvent. Donc c'est vrai que dans la plupart des scénarios, c'est abordé de façon parcellaire, hein, y compris dans les derniers scénarios de l'ADEME, hein, pour ceux qui ont suivi ces travaux autour de 4 grandes trajectoires de neutralité carbone. La question des infrastructures n'est pas toujours modélisée de façon très, très fine, hein. Alors, heureusement, c'est des sujets qui évoluent. Donc là, les travaux que vous avez présentés illustrent, hein, cet apport des études. Et on est bien dans un processus itératif avec les programmations nationales. Donc voilà, on va pouvoir capitaliser sur tous ces apports, hein, des parties prenantes. Mais vous avez peut-être en tête, hein, le travail très important de RTE autour du système électrique à horizon 2050, hein, qui apporte une grosse pierre à ces réflexions. Il y a des études IDRI aussi récentes sur les réseaux de gaz et d'hydrogène, des travaux d'Enedis, hein, sur la prospective en 2050. J'imagine que les réseaux de gaz, que je connais moins, ont aussi des choses en cours. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent de ce côté-là, et effectivement, c'est bon signe. Alors peut-être pour balayer les différents aspects que vous avez présentés, je suis moins compétent sur l'adaptation, donc je l'évacue assez vite, hein, mais il y a un lien avec le PNAC, hein, le Plan national pour l'adaptation au changement climatique, qui est un peu le pendant adaptation de la SNBC. Donc c'est intéressant que vous ayez présenté une vision un peu transversale sur les investissements pour l'adaptation. Je ne crois pas qu'il y ait une telle vision dans le PNAC. Voilà. Mon seul point de réaction, c'est que j'ai cru comprendre que vous aviez utilisé le scénario RCP 8.5 pour le chiffrage, qui est probablement un scénario très majorant, hein, plus majorant que du business as usual. Donc, voilà, c'est un petit point de réaction. Sur la restauration des écosystèmes, pour dire que les objectifs de non-artificialisation nette en 2050 étaient déjà inclus dans le scénario de la SNBC, hein, parce qu'il y a des enjeux en termes d'émissions de GES, bien sûr, avant même d'être un objectif législatif plus récemment. Et donc ça illustre quand même une convergence entre ces enjeux, hein, climat, qualité de l'air, biodiversité, océan, voilà, qui est intéressante, qui n'est pas toujours facile vu la multiplicité des acteurs et des outils sur ces sujets. Mais j'ai quand même le sentiment qu'on progresse, hein, sur ces interactions. Mais c'est vrai que dans la SNBC, on avait traité la partie plantation de haies et d'arbres, essentiellement sous l'angle de puits de carbone, ressources pour la production de biomasse, qui était une ressource très dimensionnante dans la SNBC. Donc voilà, sur ce volet-là. Et pour finir sur le volet atténuation, donc cet angle de présentation, un scénario sobre versus techno, bon, est à la fois à la mode, mais aussi pertinent, hein. Bon, on l'a vu dans les scénarios européens de la Commission européenne, il y avait des scénarios Life et Tech, hein, pour ceux qui avaient un peu regardé de ce côté-là. Ben, les scénarios ADEME dont j'ai parlé, avec 4 scénarios contrastés, mais aussi sous ce prisme, hein, de sobriété versus techno. Les travaux de l'IDRI aussi sur le transport, avec souvent 2 scénarios de ce type-là. Donc bon, voilà, ça a été, il y a quelques commentaires dans le chat déjà sur ces sujets. L'idée, c'est de présenter des trajectoires un peu encadrantes, pas de dire qu'il faut forcément un choix entre les deux. La SNBC est sans doute déjà un peu entre ces deux extrêmes, et probablement que le scénario qu'on choisirait collectivement emprunterait un peu à ces deux mondes. Mais voilà, ça permet effectivement de bien cadrer le débat. Alors, je ne rentre pas dans le détail sectoriel, je ne crois pas qu'on ait le temps pour ça, on y reviendra peut-être dans les questions. Mais sur les totaux, c'est intéressant de constater, hein, que vous avez des totaux qui dépendent effectivement du niveau de demande, hein. C'est un enseignement compressant, mais qui est intéressant. Des ordres de grandeur autour de 40 ou 50 milliards par an en moyenne en fonction des scénarios pour le volet atténuation. Donc ça, on peut le comparer parce qu'on avait eu des chiffres dans la SNBC2 pour la partie investissement, hein, associé à notre scénario. On avait des ordres de grandeur de 50 milliards pour le début de la période, hein, à 120 milliards plutôt aux horizons 2030 et après. Donc, on est sur les mêmes ordres de grandeur. Nos chiffrages couvraient justement moins la partie infra, hein, plus les investissements dans l'industrie aussi, dans les véhicules électriques, etc. Mais voilà, on voit ces ordres de grandeur. Ce qui est en tout cas sûr, c'est que dans un scénario de transition, les investissements à consentir, ils augmentent, c'est à peu près certain. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'une partie est du refléchage, hein. Ce n'est pas forcément que des investissements supplémentaires à consentir, mais il y a une partie qui est réfléchie de choses qu'on délaisse, justement. Vous l'avez bien mentionné, et c'est vrai que ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'il advient, hein, de ces infras qu'on utilise moins. Donc, on a parlé un peu des réseaux gaz, hein, dans un monde où le volume de gaz transporté est potentiellement amené à décroître, du réseau de stations-service, par exemple aussi. Voilà, il y a beaucoup de questions autour de ces infrastructures-là qui seront sans doute abordées dans
les travaux de révision de la SNBC et de la PPE qui a déjà commencé. Hein. Et donc, en tout cas, ça fait beaucoup de questions ouvertes pour ces nouvelles stratégies, donc des sujets à suivre. J'ai bien noté vos recommandations. On aura nécessairement une approche plus sectorielle, parce que le travail est fait comme ça, mais on a bien prévu d'avoir des analyses plus approfondies en empreinte carbone, en empreinte matière, qui sont aussi des supports pour ce type de réflexion. Vous avez aussi évoqué le lien avec l'aspect plus territorial. Hein. Donc, nous, on a aussi un gros sujet autour de cette articulation entre notre programmation nationale et les programmations territoriales, hein, puisqu'il en existe au niveau des régions, des intercos. Donc, voilà, il y a des gros enjeux autour de ça. Et donc, je pense que l'objet, ce sera autant de faire rentrer la programmation des infrastructures dans la SNBC et la PPE, mais aussi de faire rentrer ces programmations dans la programmation des infras. Et là, on a effectivement des organisations qui portent ces programmations qui sont assez diverses et il faut aussi qu'elles s'approprient ces enjeux et cette stratégie et qu'ils cherchent à s'aligner. Donc ça, c'est effectivement un travail qui est à poursuivre. Et peut-être pour finir, vous avez aussi dans vos recommandations des choses sur les évaluations au niveau plus individuel. Donc simplement pour mentionner qu'on a une réglementation autour de l'évaluation socio-économique des grands projets d'investissement de l'État. C'est quelque chose qui est fait sous l'égide du SGPI. Dès lors que le montant d'investissement dépasse 20 millions d'euros, on a une évaluation socio-économique qui doit être réalisée en prenant en compte les externalités, notamment climatiques, à travers la valeur tutélaire du carbone, qui a été récemment actualisée. Donc, il y a des choses comme ça qui sont faites qui ne répondent pas à tout. Il y a des sujets méthodaux, cas scénario de référence, etc. Donc, ce n'est pas un outil unique de décision, mais c'est un outil intéressant et probablement qui mérite peut-être de réfléchir à comment on peut étendre aux projets de plus petite taille, aux projets des collectivités aussi, qui ne sont aujourd'hui pas concernés. Donc, potentiellement des pistes de réflexion. Et au-delà, la plupart de ces projets qui sont des gros projets que vous abordez dans l'étude, sont soumis à évaluation environnementale. Donc là, je me tourne un peu plus vers les porteurs de projets. Et donc, je suis ravi, je n'avais pas vu encore la page Acteurs pour la planète, mais j'irai regarder de plus près. Mais voilà, de cette démarche qui a porté l'étude. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un gros enjeu autour des études d'impact de ces projets, donc, qui sont réalisées par les porteurs de projets. Et parfois, on constate malheureusement un impact climat qui est insuffisamment documenté. Et en lien avec ça, une démarche ERC qui est insuffisamment peut-être ambitieuse dans les projets. Donc là aussi, il y a sans doute des efforts à faire. Et je sais en tout cas que mes collègues du CGDD ont travaillé sur un guide pour la prise en compte du climat dans les études d'impact qui va apparaître, je pense, très prochainement. Qui sera peut-être aussi un document qui permettra d'aller dans ce sens-là. Voilà, merci encore pour la présentation et pour l'invitation. D'accord. Merci beaucoup, Joseph, pour cette intervention. Je vous propose désormais qu'on passe aux questions et essayer de répondre aux nombreuses questions que vous avez posées dans les questions-réponses pour une dizaine de minutes ensemble. Donc, les questions sur les deux scénarios pro-techno et sobriété, il y a plusieurs questions autour de ça. On peut peut-être essayer d'y répondre. Donc, il faut se dire que ces deux scénarios sont tous les deux compatibles avec la SNBC et qu'ils ont été construits comme étant deux scénarios contrastés. Peut-être quelque part les deux bornes les plus extrêmes de ce qu'il est possible de challenger d'un côté ou de l'autre pour atteindre les objectifs de la SNBC. Et que donc, c'est peut-être que la vérité du chemin qu'on empruntera, et je souhaite qu'on emprunte un chemin de décarbonation soutenu en France, sera entre ces deux scénarios, mais on peut les prendre comme les deux bornes extrêmes d'une compatibilité avec la stratégie nationale bas carbone en 2050. Concernant donc le domaine de l'eau, il y a une question sur les sujets sur lesquels on a travaillé, seulement sur 3 sujets finalement dans cette étude. On a travaillé sur d'une part la vulnérabilité au changement climatique des stations de traitement d'eau par une méthode par échantillonnage qui mériterait encore d'être améliorée. On a travaillé sur l'identification des investissements liés à la rénovation du circuit de canalisation de distribution d'eau pour limiter les taux de fuite. On a travaillé sur
des dispositifs de stockage d'eau pour préserver la ressource en eau. Concernant les réseaux thermiques, il y a une question sur les réseaux thermiques. Nous avons travaillé sur les réseaux de chaleur. Est-ce que tu veux en dire un mot, mon cher Jacques? Oui. Alors, ça n'a pas été… Prends ton micro, je coupe le mien. Alors, les réseaux de chaleur, je les ai pas explicités dans la slide avec les pictos pour pas surcharger. Mais si vous regardez dans le détail de l'étude, on a bien considéré les scénarios sur les réseaux de chaleur. On a considéré la partie production de chaleur, la partie transport, acheminement, dans nos deux scénarios avec une vision différenciée du fait du développement urbain différencié. Voilà. Donc, vous pouvez regarder plus en détail, mais ça a été bien pris en compte. Autre point peut-être sur le nucléaire, j'en profite. Donc, comme vous l'avez vu, on a bien considéré deux options, on va dire, de production d'électricité d'origine nucléaire dans les deux scénarios avec des trajectoires assez contrastées. Donc, on n'a pas considéré la fusion parce que, de toute façon, en termes de maturité technique à l'horizon 2050, personne ne pense ou imagine avoir ce type de techno prête ou industrialisée à cet horizon-là. Dans le scénario sobriété, effectivement, on est sur un arrêt des investissements dans le nucléaire et donc un prolongement de la durée de vie des centrales actuelles, mais progressivement, on tend vers… c'est un scénario où on tend vers plus de nucléaire dans la production électrique. Il y avait une question sur les infrastructures numériques et les data centers. Donc, les data centers ne sont pas au périmètre parce qu'on s'est concentré sur les infrastructures, je dirais, qui étaient associées à des actions de travaux publics, ce qui n'est pas le cas des data centers. Mais après, sur le fond, il y a directement un enjeu lié au volume de data qui va jouer sur l'aspect data center. Je te laisse prendre le… Ok. Vous nous avez aussi posé des questions concernant la CCS, donc Carbon Capture and Storage, magnifique accent anglais du matin. Et oui, nous avons pris en compte des hypothèses de CCS et surtout de stockage dans certains gisements qui ont été prises en compte. Et on a aussi modélisé les investissements nécessaires aux nouvelles infrastructures de transport de ce carbone qui serait capté. Par contre, nous n'avons pas évalué le gisement, on va dire, en sortie de cimenterie de ces CCS. Hélène? Oui, peut-être juste pour dire un point sur le CCS également. Donc, une question sur la contradiction objective entre le délai de réalisation des infrastructures et l'urgence de décarbonation, donc la vitesse, on va dire, des événements environnementaux. Je pense que la question, elle n'est pas… comme on l'a dit un petit peu dans la conclusion, il y a un enjeu de prendre des décisions dès maintenant au niveau des infrastructures parce que c'est donc, c'est des choix qui sont à prendre de manière coordonnée avec les choix aussi au niveau de politique publique vis-à-vis des usages, de manière à conduire la transformation. Donc, ça passe, d'un côté, comme on l'a vu dans cette étude, l'évolution des usages conditionne le type d'infrastructure qu'on veut développer. Mais une fois qu'on a vu ça, c'est aux politiques, à la société de s'emparer du choix, de faire les choix d'infrastructures parce qu'ils vont conditionner les usages et aussi de mettre en place des actions pour que les comportements des citoyens soient cohérents de ce choix-là. Donc, il faut quelque part avancer sur les deux directions et sensibiliser, former les citoyens pour faire évoluer leur comportement vis-à-vis de la réduction. Et sur les enjeux de résilience, de toute façon, du changement climatique, on en a déjà et on va en avoir, quel que soit on a déjà payé, entre guillemets, ou jeter les dés pour un certain niveau de réchauffement. Et donc, les enjeux de résilience sont de toute façon à embarquer dans nos réflexions et dans l'évolution de nos comportements. À mon tour, sous les grilles des questions.
Il y avait une question très rapidement sur quelles sont les entités qui sont capables de réaliser des études sur les impacts environnementaux de nouvelles infrastructures. Plusieurs bureaux d'études ou cabinets de conseil, à l'instar de Carbone 4, sont capables notamment de faire des bilans carbone prévisionnels de construction, puis d'usage de nouvelles infrastructures. Oui, ces compétences commencent à exister et donc peuvent être sollicitées. Est-ce qu'on a une question pour Joseph, peut-être ? On a une question, Joseph, sur le scénario. Alors, le scénario de la SNBC pose un problème dans l'analyse de variantes de projets de déplacement lors de l'évaluation des usages lorsqu'on oppose du routier au transport en commun. Des modifications sont-elles prévues pour la SNBC 3 ? J'avoue avoir vu la question, mais avoir eu un peu de mal à... Il faut remettre votre micro, Joseph. Oui, il est bien activé, vous ne m'entendez pas ? Si, autant pour moi, désolé. Oui, c'est bon. Oui, j'ai vu la question, j'avoue avoir eu un peu de mal à comprendre le sens. Je ne sais pas si vous-même vous l'avez compris, vous pourrez peut-être m'éclairer, ou si on peut peut-être permettre à la personne de préciser sa question. Oui. En tout cas, c'est sûr qu'on va remettre en jeu, entre guillemets, l'ensemble des trajectoires qui étaient prévues dans la SNBC 2 à l'occasion des travaux sur la SNBC 3. Notamment, le point de passage en 2030 va sûrement être plus ambitieux parce qu'il y a un nouvel objectif au niveau européen. Enfin, il y a des choses qui vont être affinées et renforcées, très certainement. Si vous voulez préciser votre question dans le chat, j'essaierai d'y répondre par écrit. Bien, merci beaucoup. Il y a d'autres questions qui ont été posées pour lesquelles nous n'avons pas forcément de réponse aussi, il faut le savoir, parce que cette étude, et vous avez vu, cet angle était assez nouveau. Vous verrez qu'une de aussi nos recommandations, c'est de continuer d'approfondir avec la logique qu'on a commencé à utiliser ce type de travaux pour aller plus loin. En effet, sur les volets réduction, on peut encore affiner les analyses, affiner les équilibrages d'investissement. Sur le volet résilience, vraiment ancrer cette culture au niveau des territoires, au niveau de chaque infrastructure, parce qu'on a fait une approche par échantillonnage qui mérite d'être dupliquée, d'être répandue sur chacun des territoires. Et pour la partie restauration ou renaturation des écosystèmes, c'est aussi un sujet sur lequel on a vu peu de bibliographie, peu de données disponibles. Donc, on doit tous aussi continuer de grandir en maturité sur ce sujet-là. Écoutez, il est déjà midi. Nous n'avons pas vu le temps passer, mais c'est déjà l'heure de la fin de ce webinaire. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vous remercie infiniment pour vos questions. On a abordé de manière très, très liminaire les enseignements de cette étude lors de ce webinaire. Il aurait fallu faire 2 fois 4 heures de webinaire pour rentrer dans la subtilité de toute l'étude. Donc, je vous encourage évidemment à aller la lire et à revenir vers nous si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres points d'approfondissement. Je vous remercie beaucoup. Merci à toutes. Belle suite de journée sur les chemins de la décarbonation. J'arrête jamais. Merci. Merci, Joseph. Au revoir. Au revoir à tous et à toutes.